Rebonjour sur Chamrou, télé musicale, aujourd'hui avec la découverte de ces quatuors de Beethoven, présenté ici par un magnifique livre de Joseph de Marliave, 1873-1914, donc libre de droit et que je peux offrir aujourd'hui, grâce évidemment aux livres trouvés de ci, de là. Ici, un livre publié avec une introduction et des notes de Jean Escara. Évidemment, je ne pourrais pas les citer, à part peut-être l'introduction. Voilà. À part peut-être l'introduction, et encore, c'est pas sûr. C'est donc une édition parue à la librairie Félix Alcan. Introduction, page. Parce qu'on aime bien être précis à nous, chercheurs. Page 5. Joseph de Marliave avait écrit pour ce livre un avant-propos, l'essai sur les quatuors de Beethoven, qui figure dans les études musicales, donc paru en 1917 aux éditions Alcan. Le reproduire ici, augmenté de fragments inédits, eût été naturel. À l'examen, ces pages, par le fait de leur publication séparée, parurent une présentation trop indépendante de l'œuvre. La nécessité de donner quelques indications sur la mise au point du manuscrit, l'essai dans les circonstances que l'on sait, et l'utilité de présenter quelques vues générales sur certaines parties d'un sujet très riche, m'ont conduit à rassembler, dans une introduction nouvelle, ce qui pouvait préciser la portée de l'ouvrage, en accroître la signification. Pour quelques passages de cette introduction, j'ai repris les fragments de l'essai sur les quatuors, non publié en 1917. Le manuscrit que Madame de Marliave m'a fait l'honneur de me confier pour la publication comprend des études achevées, d'autres commencées, quelques-unes simplement esquissées, enfin des brouillons et des notes. J'ai recueilli ce travail et l'ai complété dans son ensemble, surtout pour l'analyse des derniers quatuors, de manière à préparer pour l'impression un texte aussi homogène que possible. Page 6. En ce qui concerne le fond du livre, une élémentaire probité me commandait de respecter la conception critique de Marliave. Je me suis seulement permis de développer, dans la mesure de mes connaissances, les éléments d'étude objective que renfermaient ces notes et d'ajouter quelques remarques personnelles. Il est presque inévitable que, dans un ouvrage de cette ampleur, subsistent quelques lacunes, mais on voudra bien se souvenir des conditions dans lesquelles il apparut et m'imputer les légères imperfections que j'aurais été inhabile à effacer de ce beau livre. Petite note, les ouvrages généraux consultés sont indiqués en note au cours de l'ouvrage. Si l'on veut compléter cette documentation, il suffit de se reporter au recueil de bibliographie beethovenienne. L'un des plus récents est celui de Kastner, Kastner, Bibliotheca Beethoveniana, Versuch einer Beethoven, Bibliographie enthaltend alle vom Jahre 1827 bis 1913. À Leipzig, 1913. De bons résumés figurent dans le dictionnaire de Riemann, R-I-E-M-A-2-N, dans l'édition française de 1909 du livre de Lenz, L-E-N-Z, Beethoven et ses trois styles, dans celui de Chantavoine, Beethoven Alcan 1907, on peut ajouter ceux de Kerst, dit Erinnerungen an Beethoven, Stuttgart 1913, de Leitzmann, Beethovens Persönlichkeit im Urteile der Zeitgenossen, Leipzig 1914. Tous ces volumes se trouvent à la Bibliothèque nationale. Bon, etc. C'est une grosse note comme ça, immense. Bon,
qui prend la moitié de la page. Beethoven n'aborda le quatuor à cordes qu'après de longues hésitations. En 1795, le comte Apponi, A-P-P-O-N-Y-I, lui commanda 2 quatuors, page 7. Le résultat de son travail fut un trio, opus 3, et un quintet, opus 4, tous deux composés en 1796. On peut voir dans l'andante de ce trio, en mi bémol, pour violon, alto et violoncelle, une ébauche de l'andante du quatuor opus 18 numéro 4. Quant au quintet, qui est également en mi bémol, il faut en signaler le 3e morceau, Menuetto quasi allegretto, un véritable scherzo, forme nouvelle, dit de Lenz, L-E-N-Z. Beethoven et ses trois styles publiés en 1909. Sans insister sur ces débuts de Beethoven dans la composition pour instruments à cordes, on peut citer la Sérénade, opus 8, 1798, et surtout les trios, opus 9, datant aussi de 1798, dont l'importance est grande dans la production de l'artiste. Un critique, T. Helm, H-E-L-M, les a mis plus haut que les quatuors de l'opus 18. L'on est tenté de souscrire à ce jugement lorsque l'on entend le 3e de ces trios en ut mineur. C'est d'un bout à l'autre une œuvre de race. Le thème initial de l'allegro est une des idées les plus puissantes qui soit sortie de la plume de Beethoven. Le scherzo, à 6-8, n'aura de rivaux que les grands scherzi de l'opus 59. Plus peut-être que l'opus 18, ce trio annonce le développement que Beethoven donnera au quatuor. L'évolution du quatuor s'est poursuivie chez Beethoven à travers une série de 16 œuvres composées de 1800 à 1826, c'est-à-dire durant toute la seconde moitié de l'existence de l'auteur. Il n'y a en réalité que 16 quatuors complets, la Grande Fugue, opus 133, donnée parfois comme 17e quatuor, n'est, on le verra, que le final primitif du 13e quatuor, opus 130. Fin de la petite note. Nous allons à la page 8. Lenz, avec son livre célèbre sur Beethoven et ses 3 styles, a distingué 3 époques dans la production du musicien. L'une d'imitation, l'autre de création à l'intérieur des cadres anciens et de libération progressive à l'égard de ceux-ci, précédant, dans la 3e époque, la conquête de formules nouvelles adaptées à l'expression de la vie intérieure. Pour la division de cet ouvrage en chapitres, je me suis conformé à cette distinction particulièrement commode dans les quatuors. Mais je crois, m'autorisant de l'opinion de Liszt, L-I-S-Z-T, Franz Liszt Brief, publié par la Mara, à Leipzig, tome 1 et tome 2, que l'on reste plus près de la vérité psychologique et esthétique en réduisant à 2 les phases de la création artistique de Beethoven. La division tripartite de Lenz donne en effet comme seconde manière ce qui n'est en réalité qu'un élargissement, d'ailleurs considérable, de la première. Celle-ci, toute d'imitation, nécessaire chez tous les artistes, est surtout intéressante parce que Beethoven y a résumé, comme il la comprenait, la technique de l'art antérieur. Sa valeur intrinsèque lui vient des premières lueurs qui projettent la personnalité latente du musicien. Si l'on met à part ces quelques exemples, le trio opus 9, numéro 3, certains fragments des quatuors opus 18, numéro 4 et 6, l'allegretto de la sonate opus 10, numéro 2, la sonate opus 13, la sonate opus 22, etc., il reste que l'œuvre de la première manière, c'est-à-dire celle qui s'arrête vers 1802 environ, demeure dans son ensemble en dessous des plus hautes productions des musiciens de l'époque précédente, Haydn et Mozart.
Si l'on adopte cette conception, on verra dans les 2 premières phases un moment unique de la production de l'artiste, annoncé par les premières manifestations de son génie personnel que j'ai citées plus haut. Celle-ci comprend entre autres, page 9, les symphonies numéro 3 à 8, les quatuors de l'opus 59, de l'opus 74, de l'opus 95, œuvre de transition marquée avec le style de la dernière époque, le trio en si bémol, opus 97, les sonates de piano depuis l'opus 26 jusqu'à l'opus 90, les sonates de piano et violon opus 30, numéro 1 à 3, opus 47, opus 96, etc. Les traits caractéristiques de ces compositions, qui vont jusqu'en 1817 environ, sont les suivants. Petit a, pour le fond, l'œuvre est essentiellement extérieure et objective. En cela, elle continue la tradition précédente. La vie intime de Beethoven, sauf de rares exceptions, n'a pas encore directement inspiré sa musique. L'artiste se tient en dehors, pour ainsi dire, et si sa personnalité sensible est, évidemment, la source des émotions qui naissent de son art, elle n'en est pas encore le but, la fin. Il ne se raconte pas, ou peu, il dit la vie, le monde et les impressions qu'il en reçoit. Les quatuors de l'opus 59, remarquera avec raison Marliave, sont les points culminants de cet art objectif. Petit b, pour la forme, c'est encore en principe les cadres anciens mais librement agrandis. Cela se manifeste par toute une série de moyens techniques auxquels notre temps ne prend plus garde, mais qui à l'époque furent autant de révolutions contre le didactisme des Furch, F-U-C-H-S, et des Albrecht-Berger. Tels sont l'emploi de la mesure à 2 temps, réservé jusqu'ici au final, dans le premier Allegro, symphonie en ut mineur et pastorale, la substitution, à l'andante à reprise, de l'allegretto, création nouvelle de Beethoven, quatuor opus 95, la transformation du menuet en scherzo, devenu une pièce essentielle de l'art beethovenien, ne tenant plus compte des règles classiques sur les relations tonales, les rythmes obligés, etc. Formule d'une souplesse infinie qui s'est adaptée, comme aucune autre, au formidable lyrisme de Beethoven et à laquelle il a confié l'essence de sa pensée musicale, toute faite d'impétuosité, de sautes brusques, d'alternances violentes, de lumière et d'ombre, de joie dionysiaque soudain voilée de mélancolie. Page 10. Imaginez pareil tempérament, obligé de respecter scrupuleusement la coupe tranquille et mesurée du menuet, se préoccuper de composer le trio dans le ton approprié et observer avec soin le rythme à 3 temps. Aussi le voit-on écrire en ré la 3e partie du scherzo en fa de la 7e symphonie, la majeure, donner au scherzo des proportions inusitées et sans rapport avec celles des autres parties, quatuor opus 74, combiner les rythmes à 2 et à 3 temps, symphonie en ut mineur, introduire dans le scherzo des épisodes à 2 temps, symphonie héroïque, écrire même, dans ce rythme, tout le morceau, sonate opus 31 numéro 3, tout procédé qui deviendront courants dans la dernière période, sonate opus 110, quatuor opus 127, opus 132, épisode à 4 temps du scherzo de la 9e symphonie. Enfin, les formes mêmes de la sonate, observe de Lenz, n'existeront plus rigoureusement dans le style de cette époque. Déjà apparaissent ces procédés de développement ininterrompu qui caractériseront la dernière manière, sonate opus 90. Les adagios deviennent d'immenses mélodies infinies, quatuor opus 59, numéro 1 et 2, se reliant au final, opus 59, numéro 1, les finales seront de puissants résumés de l'œuvre entière. En définitive, Beethoven, par l'œuvre, envisagée comme une production continue de la première moitié de sa vie, appartient encore à la tradition classique, celle de Haydn et de Mozart. Bien des signes, cependant, dans le fond et la forme, annoncent la transformation prochaine et la création d'un art nouveau qui va remplir ces dernières années. Voilà, je vois que j'ai
terminer cette première partie, hein, on est déjà à 14 minutes. Je regarde s'il me reste encore long pour cette introduction. Réponse oui. Donc je pense qu'on fera une deuxième partie pour la suite de cette lecture. Évidemment, l'idée c'est de rendre accessible, hein, je rappelle pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, très malvoyantes, les ouvrages sur la musique qui n'existent pas forcément en version audio. Hein, peut-être que ça existe. Hein. Moi je ne suis pas cultivé à ce niveau-là. Mon idée, c'est de découvrir, moi-même, j'en profite évidemment, pour découvrir la richesse du quatuor que je suis en train d'écouter ici, et tout en lisant. Donc je m'accompagne de musique, évidemment, en rapport avec mon sujet, évidemment. Voilà, suite au prochain numéro sur Chamrou, version musique, et ici, version Beethoven, ou Beethoven. À bientôt.